Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans le 18e épisode de cette série consacrée à l'histoire du handicap et de ses représentations. Nous voici arrivés, avec cet opus, à la fin du chapitre dévolu à la place concrète des personnes handies dans la société et aux conditions que leur réservent les lois. Lois qui, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, s'attellent enfin, au fil de la deuxième moitié du XXe siècle, à poser la question du handicap en termes sociétaux. Institution de la sécurité sociale en 1945, loi de 1957 sur l'embauche, loi de 1975 sur le droit à l'éducation, à l'emploi, à l'ascension sociale. À présent, explorons les années 90 à 2026. Les mouvements d'affirmation identitaire ont explosé dans les années 70. Ils ont tout naturellement inspiré les handis qui refusent désormais que d'autres parlent dans leur nom. Selon l'adage « rien sur nous sans nous », il n'est plus question que des valides décident des conditions de vie des gens atypiques et de ce qui serait bon pour eux sans les consulter. Depuis 1993, l'association des sourds en colère défend ses droits sur la scène publique. Elle réclame, entre autres, que la langue des signes ne soit plus considérée comme une sous-langue. Sophie Vouzelot, vous avez dit parler la langue des signes. Veuillez faire entrer le défi de Sophie Vouzelot. Que la culture sourde soit reconnue comme une culture à part entière et que les concernés soient toujours consultés. Or, les sourds sont très touchés par les violences institutionnelles dont nous parlions dans le dernier opus. En 2021, Mediapart a mis en lumière des témoignages de maltraitance au sein d'une institution pour jeunes sourds dans les Hauts-de-Seine. Cela va de l'interdiction de l'usage de la langue des signes, en forçant les enfants à oraliser, jusqu'aux violences physiques, voire aux violences sexuelles. Hors des institutions, le quotidien relève aussi d'un parcours du combattant, comme l'ont pointé, en avril 1992, des milliers de personnes handicapées défilant dans les rues de Paris. Elles évoquent la fragilité de leur situation, malgré les lois déjà passées en 1975. En effet, celles-ci ont surtout bénéficié aux institutions spécialisées et au monde médico-social. Dans l'espace public et dans le monde du travail, tant de choses sont encore à faire. À l'Assemblée nationale, Daniel Paul, député du PCF, interpelle le gouvernement de l'époque sur le sujet. En 2004, un manifeste de Zig Blanquer par la nature, heureux comme avec une femme. Alors moi j'ai besoin d'explications et je pense aussi celles et ceux qui nous écoutent et qui sont sans doute très surpris. Non, pas ce Blanquer-ci, ce Blanquer-là. Un manifeste de Zig Blanquer, donc, la culture du valide, popularise en France la notion de validisme. Et avec elle, cette idée que beaucoup de personnes valides se disent, par facilité, normales. Ce qui implique, quand on n'est pas formé à ces questions, que tout ce qui s'éloigne de la norme serait défectueux et devrait tendre à la validité pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Cette norme structure la société et Zig Blanquer appelle à chambouler tout ça. En Australie, la militante Stella Young, rédactrice en chef du magazine Ramp Up, popularise quant à elle le concept de porno inspirationnel. Cette expression désigne toutes ces communications qui, en partant souvent de bonnes intentions, instrumentalisent en réalité les gens handis quand elles ne montrent leurs exploits que pour inspirer les gens ordinaires à se dépasser et les autres personnes handis à ne pas se plaindre, sur l'air bien connu du « quand on veut, on peut ». Ne t'en fais pas, Rosa. Quand on veut, on peut, tu le sais. Ferme ta gueule. Bien. Il faut maintenant que je mette un costume de Sébastien Canevet, que je change de fauteuil et que j'adopte un chat pour vous parler un peu de droit. Car, en février 2005, passe une loi iconique en matière de handicap. C'est Marianne Monchamp, alors secrétaire d'État aux droits des personnes handicapées, qui est à l'origine de ce fameux texte pour l'égalité des droits et des chances. Il pose les premières pierres de la société inclusive. Jacques Chirac en appelle, dans un discours, à la prise en compte des personnes handies dans chaque aspect de la vie. Intégrer la situation des personnes handicapées à l'occasion de chacune de ses décisions, au moment d'élaborer chacun de ses projets.
à se poser à chaque instant, tout simplement, la question du handicap. L'exigence d'accessibilité entend s'appliquer désormais à tous les échelons, aux lieux publics, au logement, au transport, au monde du travail. Il faut repenser le cadre bâti, la ville et sa structure, les espaces professionnels. Mais surtout, un volet très important de la loi concerne la scolarité. Un enfant handi a maintenant le droit de s'inscrire dans n'importe quelle école, à commencer par l'école de son quartier, son établissement de référence, plutôt que d'en être réduit à devoir aller dans une école à l'autre bout de la ville parce qu'elle est la seule accessible, voire à ne pas aller à l'école du tout. Je veux aller à l'école. À l'école, c'est hors de question. Qui signerait quand on apporte les colis? On va pas laisser des paquets hors de prix moisir devant notre porte. La lutte est aussi éthique. Il faut habituer les gens à l'idée que ces changements ne sont en rien des faveurs, mais simplement des droits, les mêmes droits dont bénéficie n'importe quelle personne ordinaire. Cette loi est en outre l'occasion de redéfinir le handicap du point de vue juridique. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques. Les conséquences de la loi de 2005 ne se font pas attendre. Plusieurs procès mettent en cause de grandes entreprises comme la SNCF ou EasyJet, attaquées au tribunal pour non-accessibilité et discrimination. À l'époque, en effet, des handis témoignent, vidéos à l'appui, de leur voyage dans des conditions parfois lunaires, placés à des endroits insécures, voire dans les wagons à bagages. Le handicap devient un sujet judiciaire. Seulement, les 30 glorieuses sont déjà loin, la crise est passée par là et la course au profit vient remplacer les idéaux de solidarité nationale. Les gens dépendants sont touchés de plein fouet. Après des décennies à obtenir de nombreuses avancées, les voici violemment frappés par la précarité. Quant aux deadlines imposées par la loi de 2005 aux lieux publics pour la mise en accessibilité, elles vont être en permanence reportées par les gouvernements successifs. Les budgets du médico-social, des associations ou encore des travaux publics sont de plus en plus rognés par les politiques d'austérité. L'argent, qui se raréfie, continue d'aller surtout aux institutions plutôt qu'aux moyens de favoriser la vie autonome. Pour ce qui est du monde professionnel, il représente parfois un véritable Everest à gravir pour les personnes porteuses de handicap lourds, appelant divers aménagements de temps et de postes de travail. Le taux de chômage des handis est 2 fois supérieur à la moyenne. Le handicap est même, et de loin, la première cause de discrimination, notamment à l'embauche. Des concernés témoignent se voir proposer tout au plus quelques mois d'essai durant lesquels l'entreprise s'adapte peu ou prou, mais presque jamais de CDI à la clé. Vous avez fait un master en communication, Bac+5. Aujourd'hui, votre situation, c'est quoi? Vous travaillez? Non. Et pourtant, l'entreprise s'est très bien adaptée le temps du stage. Ils m'ont proposé quelques piges après, mais pas de contrat fixe, quoi. Votre rêve, c'était de devenir journaliste? Oui. Oui. C'était qu'un rêve. Un collectif de personnes handis, réunies sous le slogan « Ni pauvres ni soumis », a alerté sur leur grande précarité. Oui, vraiment, sortons-nous de la tête l'image d'Épinal de la personne handicapée riche comme un nabab, telle qu'on en croise dans Heidi, dans Intouchable, dans Avant toi, Tout le monde debout et j'en passe. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non, les affaires marchent en ce moment, ouais. Dans la vraie vie, 850 000 personnes handis sont sous le seuil de pauvreté. Coordonnées par l'APF, ces manifestations ont regroupé des dizaines d'associations partout en France. En mars 2008, 35 000 personnes défilent à Paris pour demander que l'AAH, l'allocation adulte handicapé, atteigne un revenu minimum d'existence décent. Et pour cause, en situation de dépendance, travailler est un vrai défi ou doit être fait à mi-temps, voire est inenvisageable. Les activistes ont mené des opérations coup de poing et mobilisé des symboles forts. Et ce n'est pas du luxe, car encore aujourd'hui, beaucoup de regards préfèrent ne pas croiser de personnes handicapées, comme si elles renvoyaient chacun à sa propre vulnérabilité. Avec l'essor des réseaux sociaux, théâtre du pire de l'humanité mais aussi formidable outil de lutte,
les années 2010 voient fleurir nombre d'initiatives handi-militantes. On peut citer tout d'abord le collectif Non au report, qui, en 2015, a vivement relayé le mécontentement des handis à constater qu'une fois de plus, les délais de mise en accessibilité ont été reportés. Encore aujourd'hui, seulement 3% des transports parisiens sont aménagés. L'année suivante paraît le manifeste du CLHEE, le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, cofondé par l'avocate franco-chilienne Elisa Rojas. Ce texte met l'accent sur le caractère profondément politique de la lutte pour les droits des handis. Il dénonce aussi un manque d'engagement des grandes associations gestionnaires sur toute cette dimension systémique, politique, voire insurrectionnelle. Vient le début de la présidence d'Emmanuel Macron, marqué par de nombreuses actions de désobéissance civile menées par le groupe Handisocial contre la loi Elan. Celle-ci a en effet causé un recul drastique à 10% seulement du quota de logements accessibles dans les immeubles neufs. L'argument avancé par les défenseurs de ce texte a consisté à dire que les logements, à défaut d'être accessibles d'office, seraient adaptables. Seulement, la réalité derrière l'adaptabilité des appartements, ce sont des travaux démesurés, coûteux et impliquant des mois de paperasse pour faire aménager une salle de bain, une cuisine, des toilettes, parfois même casser des murs pour élargir des portes et j'en passe. Il ne faut pas être intégriste ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà, et ça c'est important de le dire aux handicapés intégristes qui nous écoutent tous les jours, les fous du fauteuil comme on les appelle, les mecs qui te font cramer un journal si tu fais une caricature de Michel Petrucciani. Ils sont tarés, ils sont complètement tarés, c'est les gens qui veulent continuer à être acceptés dans la société, n'importe quoi. Par ailleurs, les combats concernant l'inclusion des enfants handis à l'école continuent plus que jamais. Une question majeure est notamment celle du statut des auxiliaires de vie scolaire, dont la formation, les conditions de travail et le salaire sont encore très précaires. Ces dernières années, c'est le projet de loi pour l'aide à mourir qui a débouché sur une grande mobilisation du milieu handi-militant, ainsi qu'en témoigne par exemple le documentaire Better of Dead. Les activistes ont notamment évoqué le symbole du passage de cette loi dans un contexte sociopolitique qui est à l'austérité. Ils redoutent qu'une logique purement économique puisse pousser des institutions à favoriser cette option. Une autre crainte est l'ouverture, à long terme, de l'éligibilité à l'aide à mourir pour des handicaps non terminaux et des souffrances psychologiques que des conditions de vie décentes et un suivi psy devraient pourtant soulager. Si actuellement, l'esprit de la loi, en France, est d'autoriser une aide à mourir uniquement à des gens atteints de maladies incurables, condamnés à court terme et qui en font la demande en raison de souffrances pas juste psychologiques, souffrances physiques que plus rien ne soulage, des collectifs et des personnalités handis partagent leur peur de voir s'élargir le champ des éligibles. Avec les dérives que cela impliquerait quand la souffrance psychologique est trop grande et que tout, dans un quotidien qui tient du parcours du combattant, distille dans la tête des concernés qu'il serait mieux mort. Et ce, au lieu de travailler à continuer d'adapter la société. Toujours dans les sujets pesants, en mars 2020, la pandémie de Covid stupéfie le monde. Pour la première fois, on entendra des valides témoigner avoir expérimenté, lors du confinement, ce qui a été le quotidien des personnes handicapées pendant des siècles. Être bloqué entre quatre murs, ne pas pouvoir sortir, ni jouir de loisirs extérieurs, ni avoir un travail. Les handis, quant à eux, ont été particulièrement vulnérables au Covid. Beaucoup de pathologies impliquent en effet des comorbidités, des fragilités respiratoires et autres caractéristiques rendant les concernés encore plus à risque. La philosophe et poétesse handicapée Charlotte Puiseux analyse la situation dans son ouvrage « De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste ». Un ouvrage d'une grande richesse, tant comme témoignage de ce qu'est le quotidien d'une femme et d'une maman handicapée, que sur l'histoire contemporaine des mouvements CRIP. Charlotte Puiseux écrit « Cette situation nouvelle du confinement n'est en fait, pour des millions de personnes handicapées, qu'un banal quotidien, un état permanent. Être condamnés à rester chez soi car l'espace public n'est pas accessible à cause de choix politiques, parce qu'économiquement on appartient à l'une des populations les plus précaires et qu'une solution comme le télétravail ne veut pas être envisagée par des employeurs valides, peu soucieux d'adapter les conditions de travail. Ce sont des réalités pour nous depuis très longtemps. En revanche,
Et pour parler d'une bonne nouvelle, en 2022, les Andis et leurs alliés remportent une autre victoire. La déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, après des années de combat. Pour faire simple, le montant de l'AAH a longtemps dépendu des revenus du conjoint de la personne handi. On diminuait par exemple l'AAH d'une femme dont l'époux gagne très bien sa vie. Alors à première vue, oui, ça semble logique. Mais maintenant, imaginez que le couple ne s'entende plus, ou pire, que la femme handi soit abusée, qu'elle subisse des violences psychologiques ou physiques. Avec quel argent peut-elle envisager de partir si son AAH est minuscule ? Eh bien, c'est ça, la déconjugalisation. Faire en sorte que le montant de votre AAH ne dépende que de votre situation à vous seul. Qu'une personne handi ne soit plus pieds et poings liés entre les mains de son conjoint. Avoir une vie amoureuse est déjà tellement compliqué pour bon nombre de personnes handicapées. Alors imaginez s'il leur est encore rajouté cette chaîne supplémentaire, celle d'être vu par un potentiel partenaire comme une personne qui dépendra toujours de lui ou d'elle. À côté de ces avancées, malheureusement, les discours les plus abjects reviennent sur le devant de la scène. Pour ne citer qu'un exemple, le parlementaire en fauteuil roulant Sébastien Pétavy a porté plainte en avril 2025 contre un média d'extrême droite qui lui a souhaité, je cite, « une bonne action T4 ». Pour rappel, l'action T4 était le programme d'extermination des personnes handicapées mené par les nazis, soutenu par des campagnes d'affichage à grand renfort de placards comme celui-ci, et même dans les écoles. Au cours élémentaire, écoutez cet énoncé, je m'en souviens encore tellement ça m'a frappé. Problème. Un malade mental coûte à l'État 4 marques par jour. Un éclopé lui coûte 4 marques et demie. Un épileptique, 3 marques et demie. Ce qui fait donc un coût moyen de 4 marques par jour. Étant donné qu'il y a à l'heure actuelle 300 000 personnes hospitalisées, quelle somme l'État pourrait-il économiser en les éliminant? Oh mon Dieu, c'est pas possible. J'ai réagi exactement comme vous, Dora. Ça semble impossible. Il me paraît impossible que des petites 7 ans résolvent un problème de ce genre. En Allemagne, ils posent ce problème à des gosses de 7 ans. C'est vraiment une autre race. Pas besoin, du reste, d'aller jusque dans les recoins du néofascisme pour avoir froid dans le dos. En ligne, des influenceurs de la mouvance masculiniste apprennent à des jeunes gens insécures comment bien évaluer la viabilité d'une personne en fonction de sa qualité physique et de son aptitude ou inaptitude biologique. Oui, oui. Moi, j'étais un handicapé à vie qui ne pouvait pas se reproduire, qui n'intéressait plus, qui n'était comme partenaire sexuel, c'est normal, qui veut se reproduire avec un handicapé, sauf s'il a un bon poste et une bonne tête, il s'est déjà affirmé dans la société. Voilà. Pour conclure, on peut dire qu'il en va du handicap comme des droits des travailleurs, du féminisme, des droits des personnes LGBT+, des personnes non blanches, du droit à la liberté de conscience, etc. Le parcours est en dents de scie, fait d'avancées, de stagnation et parfois malheureusement de périodes de recul où on se met à rogner petit à petit, l'air de rien, sur les acquis arrachés au prix des combats du passé. Il appartient à chacun de se rappeler que les luttes du singulier touchent constamment à l'universel. Le handicap, ce n'est pas que pour les autres. Chacun d'entre nous sera tôt ou tard touché par la dépendance. Le prochain épisode ouvrira un 4e chapitre à propos d'un sujet crucial que j'ai volontairement laissé de côté jusqu'à présent. Il mérite en effet plusieurs vidéos à lui seul. Je veux parler de la monstration du handicap, des statues pathologiques antiques aux freak shows, en passant par la fête des fous au Moyen-Âge, les bouffons, les nains du roi, les fous et autres invalides de compagnie dans les cours princières. Je vous remercie pour votre attention. Vos commentaires et précisions sont les bienvenus. N'hésitez pas en outre à liker et partager cette série. Portez-vous bien. Ciao!